Un écrin de verdure qui s'étend sur 3 régions françaises. Bienvenue dans le parc national des Cévennes. C'est au cœur de cet immense paradis naturel que Sylvain Yordanov, un agent immobilier, conduit l'une de ses clientes. Et ben nous voilà arrivés. Bon, c'est un endroit magique, évidemment. Éponine n'est pas une cliente ordinaire. Elle arrive tout juste de Berlin, où elle vient de vendre son atelier d'artiste. Elle a décidé de s'installer en France et Sylvain a peut-être déniché la perle rare. C'est incroyable, Oui, hein, avec les rochers, et tout au ça, milieu des arbres. C'est vraiment beau. On est au bout du monde, là, complètement perdu dans la nature. Et on a l'impression d'être comme si c'était C'est ça que j'ai pensé aussi. sur la mer. Éponine ne cherche pas exactement une maison de campagne, ni même une villa avec piscine. En fait, elle souhaite acheter tout un village. Et ça tombe bien, Génolac est à vendre. Alors Éponine a pris sa journée pour découvrir ce petit coin de paradis perdu. Car quand on veut acheter tout un hameau, les visites sont forcément plus longues. Éponine va passer près de 2 heures à arpenter les ruelles et les maisons de Génolac. Un ensemble parfaitement restauré qui a su conserver son charme médiéval. Le prix est fixé à 820 000 €. Une somme qui peut sembler élevée pour un petit village isolé, mais à en croire l'agent immobilier, c'est une affaire. Si on voulait évaluer le coût d'une construction en pierre, on arriverait à des prix astronomiques. Donc on ne peut pas vendre au coût réel. Le village construit en pierre, il vaudrait 1 million d'euros. Juste le bâti, sans le terrain. Après, vous avez 10 hectares de terrain. Après, il y a le caractère, est-ce qu'un lieu est assez ordinaire ou est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est recherché? Est-ce qu'il n'est pas recherché? Bon, en fait, un domaine comme celui-là, si on voulait le vendre à son prix réel, il faudrait le vendre 2 ou 3 millions d'euros, ce qui est absolument impossible. C'est peut-être une affaire, mais le prix du mètre carré est tout de même 30% plus cher que le prix moyen dans la région. 3 000 € au lieu des 2 000 observés dans les villages voisins. Mais il s'agit d'un bien d'exception, destiné à une clientèle qui en a les moyens, comme Éponine. L'artiste recherche un hameau en pleine nature pour trouver l'inspiration, mais aussi pour recevoir d'autres artistes et organiser des résidences d'été. Alors, il y a moins besoin de m'éloigner de la civilisation et d'être plus près de la nature parce que c'est ça d'où je prends mon énergie, vraiment. Et c'est pour ça que je cherche un village loin de tout, mais en même temps près de toutes les commodités. C'est ambivalent, mais c'est comme ça qu'on est maintenant. Pour souligner les charmes du hameau, Sylvain Yordanov se transforme en guide touristique. Alors voilà, ça c'est les rochers qui étaient là, Oui. qui servent de fondation. Et c'est eux qui ont fait ça aussi? Non, ça Ça, existait. c'était, Eux, ça- ils ont restauré. Ah oui, ça c'est une pièce intéressante. Ici, les maisons sont bâties à même la roche granitique. Ça c'est vraiment magnifique. Ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire. Elles conservent ainsi toute leur authenticité. Pour autant, les anciens propriétaires ont parfaitement aménagé les 4 habitations. Toutes bénéficient du confort moderne et particularité exceptionnelle, Ah, c'est quoi ça? Voilà. Alors ça, c'est le système de distribution d'eau. Génolac possède sa propre source d'eau potable, acheminée depuis les montagnes alentour. Mieux, le hameau est même équipé d'une piscine naturelle. Des installations rarissimes dans des lieux aussi isolés. À l'issue de la visite, Éponine semble sous le charme. Mais elle souhaite se laisser le temps de la réflexion. Ah, c'est charmante. J'y reviendrai plusieurs jours, je crois. Parce que c'est important, comme tout le monde dit, de connaître aussi la région, de se promener partout. C'était un peu court, mais je suis contente d'avoir venu. Éponine deviendra-t-elle la propriétaire du hameau? En tout cas, sa recherche met en lumière une réalité mal connue. Cela peut paraître surprenant, mais aujourd'hui en France, on peut acheter des villages ou des hameaux entiers. L'exode rural a vidé les campagnes au cours du XXe siècle. Et s'il n'existe aucun chiffre officiel, il suffit de se rendre sur Internet pour découvrir des dizaines d'annonces pour des villages à vendre. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas si cher. Ce serait même un bon moyen de s'offrir un morceau du patrimoine français à moindre coût. Alors combien cela coûte-t-il de s'offrir tout un village? Peut-on redonner vie à des hameaux oubliés? Quels sont ceux qui ont relevé le défi et par quels moyens?
Nous avons mené l'enquête aux 4 coins de France. En plein cœur du Limousin, derrière cette grille sans âge, un ensemble de 20 maisons médiévales à l'abandon. Bienvenue à Courbefy, un village où depuis longtemps, la nature a repris ses droits. Mais contre toute attente, ce hameau perdu vient de connaître une destinée internationale. Son nom a fait la une de la presse du monde entier. Et pour cause, il vient d'être vendu aux enchères, une première. Mis à prix 330 000 €, il est adjugé 520 000 € 3 mois plus tard. L'acquéreur a réalisé une bonne affaire. Courbefy compte une vingtaine de maisons en pierre, plus une piscine. Et s'il y a des travaux à faire pour tout remettre en état, les possibilités sont énormes. Celui qui a mené l'opération, c'est lui, Bernard Guillem. Il est maire du village voisin et le hameau est rattaché à sa commune. Il n'a pas hésité à se transformer en agent immobilier pour sauver Courbefy. Et il était temps, le village était vraiment menacé. Le village, il n'y avait pas de repreneur. L'année prochaine, c'était entièrement mangé par les ronces, la végétation. Ah, oui. Regarde, regarde les ronces qui commencent à monter après les murs, là. Oui. C'est phénoménal. Hein. Oui. À ses côtés, René, un autre enfant du pays qui a grandi ici. C'était il y a 50 ans. À l'époque, la vie battait son plein à Courbefy. Les deux hommes gardent un souvenir ému de ces années d'insouciance. Oh, ça, c'est de l'amande, ça. Ouais, dis donc, c'est incroyable. Ma femme qui m'a fait planter de lavande. Mais ça, je vais te dire, c'est plus facile à faire prendre Ah qu'à oui, c'est détruire. sûr. Alors voilà, donc là, il y avait une maison d'habitation. Alors, Adrienne, la femme, elle tenait bistrot ici. Et puis, François, son mari, il était feuillardier. Les feuillardiers étaient des bûcherons traditionnels. 4 familles vivaient ici. Elles se partageaient les 21 maisons du hameau. Mais après le départ du dernier habitant en 1970, Courbefy a connu une histoire chaotique. Dans les années 80, le hameau est transformé en village de vacances. Il accueille des colonies et des quarts de touristes. Mais les propriétaires, des restaurateurs, se révèlent mauvais gestionnaires. Ils font faillite en 2008. Le hameau est mis en vente et la communauté de communes dont dépend Courbefy envisage de se porter acquéreur. Mais les moyens manquent. Le projet de réhabilitation serait trop coûteux. Plus personne ne sait quoi faire de Courbefy. Et voilà où on est arrivé, à cette fameuse vente, où il n'y a eu personne pour acheter Courbefy. C'était vraiment le vide le plus total. Et où on a lancé un appel en disant venez, Un appel international. voilà, venez voir un petit peu, il y a du travail, il y a des gens à faire travailler, il y a des sous quand même à gagner, et puis faire vivre un village et des gens. C'est comme ça que le village de Courbefy se retrouve vendu aux enchères. Bernard a préféré essayer de trouver un repreneur plutôt que de voir le village démoli. Dans les ateliers. Prêt à tout pour sauver le hameau, il se lance dans une folle campagne de promotion pour attirer les acheteurs potentiels. Il enchaîne des centaines de visites, sous l'œil des caméras du monde entier, attiré par cette drôle d'histoire. Un village traditionnel français vendu aux enchères. Le battage médiatique fait mouche et en mai dernier, Courbefy trouve preneur. Ironie de l'histoire, le nouveau propriétaire n'a pas visité le village. Il n'a même jamais posé les pieds en France. C'est la propriété maintenant de M. Haye. Du chinois. Non, c'est pas un Chinois, Ah, non. c'est un Coréen. C'est un Coréen. Ouais. Coréen du Sud. C'est un Sud-Coréen. Un Sud-Coréen, et pas n'importe lequel. Hae est un photographe mondialement connu. À Paris l'été dernier, son nom s'est affiché un peu partout. Sa spécialité ? Prendre des photos depuis la fenêtre de sa maison. D'ailleurs, l'artiste voyage peu. Bernard ne lui a jamais parlé. Et pour l'heure, personne ne sait ce qu'il compte faire du hameau. Qu'importe, pour le maire, la mission est remplie. Courbefy est sauvé. Ce dont j'avais envie, c'était de sauver ce village. Et bien voilà, c'est fait. Alors, maintenant, je suis heureux. Et je suis heureux comme beaucoup, la plupart des habitants d'ici. Ils sont tous très heureux. Bon, ils sont impatients, ils voudraient voir déjà des choses, savoir des choses. Mais on est avec des Asiatiques, il faut attendre, c'est doucement, et c'est bien. Puis, c'est un plaisir d'attendre et de penser, de cogiter. C'est un plaisir.
Les 20 maisons du hameau de Courbefy ont été vendues au prix d'un 3 pièces parisien. Sur le papier, c'est donc une très belle opération financière. Seulement voilà, posséder tout un village, c'est aussi devenir seul responsable de l'entretien de plusieurs hectares de terrain, de bâtiments, de rues et des espaces verts. Une tâche qui exige des ressources financières, mais aussi et surtout, vous allez le voir, une bonne dose de débrouillardise et de courage. Au creux des Vosges, en plein cœur de la Lorraine, voici la Manufacture Royale de Bains-les-Bains, un site qui est aussi une tranche d'histoire de la région. La Manufacture Royale a été bâtie au XVIIIe siècle. C'était une usine de fer blanc, un alliage léger et souple qui à l'époque permettait de produire des casseroles, des seaux, toutes sortes de tuyaux ou de récipients. Autour des bâtiments industriels et de la forge se trouvaient réunis les logements pour les ouvriers et leurs familles, mais aussi le château du maître de forge et même une église. Au temps de sa splendeur, le village comptait plus de 600 personnes. Mais dans les années 50, la manufacture a cessé toute activité et elle a été abandonnée. Alors Cassidy, ça va? Sauf qu'il y a une dizaine d'années, le village a ressuscité. Un miracle que l'on doit à ces deux passionnés du patrimoine. Martine, ancienne directrice de communication, et François, un ex-champion de moto. En 2004, le couple souhaitait acquérir et aménager une vieille église pour en faire leur maison. Ils craquent sur la petite chapelle de style gothique de la manufacture. Une chapelle construite en même temps que l'usine, au milieu du XVIIIe siècle. L'ennui, c'est que le bâtiment religieux fait partie d'un lot indivisible. C'est tout le village ou rien. Martine et François déboursent 600 000 € pour devenir propriétaires de toute la manufacture. Une somme finalement peu élevée au regard des 20 hectares de terre et des 1500 mètres carrés de bâti. 7/09/2004, acquisition de la manufacture de la forge à Bains-les-Bains. Mais comme tout l'ensemble était à vendre, on n'a pas eu le choix, on a acheté tout l'ensemble. Sans avoir visité. On a visité simplement les extérieurs parce que voilà, on achetait un produit complet, un village entier. Donc pas le choix, au prix d'une maison. Vivre dans ce type d'endroit, ça n'a pas de prix. Bon, quand on sort de chez soi et qu'on a cette petite chapelle 18e, c'est quand même un luxe que peu de gens peuvent se permettre. À l'époque, le couple a quelques économies et la vente de leur maison permet de payer cash le village. Et ils ne le regrettent pas. En explorant leur vaste domaine, Martine et François ont fait de belles trouvailles. On se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dans ce meuble-là. Et d'ailleurs, on n'arrivait pas à l'ouvrir. Et puis, un jour, on a réussi à l'ouvrir. Et on a découvert tout ça, intact depuis le XVIIIe siècle. Tous les ornements religieux, selon les cérémonies, sont présents. Donc, vous voyez la qualité du vêtement. Ces trésors insoupçonnés, c'est pour la bonne surprise. Mais il va aussi y en avoir de mauvaises. Car en devenant les propriétaires de la manufacture, Martine et François sont devenus responsables de bien plus qu'un simple bien immobilier et ses 20 hectares. Voilà, alors c'est un petit peu le petit souci quand on rachète on va dire un village ou un ensemble, c'est que ce qui est normalement à la charge des collectivités territoriales, aussi bien les voiries, les réseaux d'eau, l'assainissement, tout ça devient propriété privée et ça veut dire qu'on assume tout. Exemple, cette route. Elle relie la manufacture à la départementale. Elle est longue de 1500 mètres et elle n'est plus toute jeune. Bitume fatigué, nid de poule et fissures plus ou moins profondes. À certains endroits, elle devient difficilement praticable. Elle a besoin d'un coup de jeune. Mais comme elle ne dessert que le domaine, cette route est privée et son entretien est à la charge de Martine et François. Payer un entrepreneur serait très coûteux. Alors François a décidé de réaliser lui-même les travaux d'entretien. D'après ses calculs, cela lui permet d'économiser plus de 20 000 € par mois. Mais malgré tout, entretenir les pelouses, les routes, les adductions d'eau, les égouts et le réseau électrique, ça demande des machines et des moyens. Alors le couple a trouvé une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses. La solution, elle était juste sous leurs yeux. Les anciens logements ouvriers ne demandaient qu'à être retapés pour accueillir de nouveaux habitants. Après environ 500 000 € de travaux, François et Martine ont pu les mettre en location,
quitte à faire passer ces logements-là en priorité devant leur propre habitation. La priorité quand même dans ce type d'opération, c'est d'avoir des rentrées financières, parce qu'il faut financer quand même les travaux. Et malheureusement, on est toujours obligé de travailler pour les logements locatifs qui sont périphériques pour rentrer un peu de sous. Ce qui fait que nous, même si c'est notre choix de vie, on fait nos travaux qui vont améliorer notre confort qu'au dernier moment, après les autres. Ce qui fait que nos locataires avaient déjà des belles salles de bain, du chauffage, et nous, on était encore avec une vieille douche complètement infâme, et puis un fourneau à bois qui marchait très peu. Mais ça fait partie du jeu de ce type d'organisation, de ce modèle économique. 7 ans de travaux plus tard, une grande partie des bâtiments a été transformée en appartements. Ils accueillent aujourd'hui 25 locataires, qui rapportent 70 000 € par an en loyer à Martine et François. Pour multiplier les gains, le couple a aussi aménagé 3 gîtes qui fonctionnent très bien depuis leur ouverture. C'est encore près de 30 000 € par an qui entrent dans les caisses de la manufacture. Bonjour mesdames, vous allez bien? Ça va? Ça va? Bonjour Béatrice. Location et gîtes ruraux couvrent la totalité des dépenses de fonctionnement du site, près de 100 000 € par an. Martine et François cherchaient seulement une maison atypique. Au final, ils ont redonné vie à tout un village oublié de Lorraine. Même les touristes viennent admirer le travail. J'habite la grande maison, un vrai château. C'est mon Buckingham Palace à moi. Je suis un peu comme la reine, la fortune en moins. La visite du domaine est libre et gratuite. C'est une volonté des propriétaires. Il faut dire qu'à la manufacture, rien ne se passe comme ailleurs. Marie, une locataire, se souvient de la première fois qu'elle a visité les lieux. Avec son compagnon, Romain, ils ont pu choisir leur logement parmi tous les bâtiments réhabilités de l'ancienne usine. C'est l'avantage quand un village entier n'appartient qu'à un seul propriétaire. Martine nous a dit on va bien vous trouver un truc. Et puis il y avait pas mal de choses où on pouvait faire des travaux. Et en fait ici c'était pas trop de travaux compliqués et l'espace était déjà beau et nous plaisait vachement, super lumineux comme on voulait, la rivière. Donc on avait un truc vachement atypique. Marie et Romain jouissent d'un privilège rare pour des locataires. Ils savent parfaitement à quoi sert l'argent de leur loyer. Les 475 € qu'ils payent tous les mois sont directement utilisés par Martine et François pour rénover la manufacture. Ils vivent grâce à nous et nous, on vit grâce à eux. Donc c'est aussi un échange. Et alors, on a de la chance parce que Martine et François, ils habitent sur place. Et en plus, ils sont très sympathiques et chaleureux et volontaires, etc. Je pense que souvent, les propriétaires, on ne les décrit pas comme ça. Donc, c'est une chance pour nous d'être dans ce cadre-là et puis aussi de donner pour recevoir. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une communauté, mais l'esprit communautaire est quand même là, très présent. Un esprit à part qui a d'autres avantages. L'amour des locataires pour leur environnement les pousse à s'investir dans la réhabilitation du village. Marie et Romain ont relancé une activité très ancienne, la culture des jardins d'ouvriers. Ils sont pas si horribles, hein. Ils sont petits, quoi. À quelques mètres de là, François, le maître des lieux, attaque un nouveau chantier. Un vieux mur s'est effondré et il menace d'écraser le potager de ses jeunes locataires. Il faut bien regarder et être prêt à courir très vite s'il y a le moindre mouvement de terrain. Tiens Romain, allez, tu vas servir à quelque chose. Pour une fois que j'ai de la main-d'œuvre corvéable, ah merci. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, François s'occupe de la manufacture et de ses locataires. Pour répondre à leurs exigences, il a dû étoffer ses compétences. Maçonnerie, plomberie, électricité. Désormais, il sait tout faire. Ah, alors là, c'est la caverne magique là, de tout bricoleur, hein, c'est l'atelier, bien sûr. C'est assez mal rangé, mais bon, là, c'est le coin au-dessus, c'est une partie électricité. En dessous, ce sont les réserves plomberie. Là, c'est la partie mécanique essence. Derrière, j'ai les réserves de ciment. Dans l'atelier de François, un équipement digne des services techniques d'une petite ville. François aime le bricolage. Ça tombe bien, il est un peu le régisseur général de son village.
Car contrairement à ce qui se passe dans une municipalité classique, à la manufacture, les interventions ont lieu de jour comme de nuit. Ici, on a une eau qui est acide. Ça veut dire qu'elle va me bouffer les robinets très très rapidement. Donc, il m'arrive très souvent qu'un locataire me téléphone à 10 h du soir en me disant j'ai un robinet qui vient de lâcher. Donc, si on n'a pas le matériel pour réagir rapidement, si on commande un plombier qui va venir au bout de 8 jours, je peux vous garantir que tout est inondé. François et Martine ont réussi leur pari. À force de travail et d'investissement, ils ont remis sur pied la Manufacture Royale. Au total, en 8 ans, c'est environ 1 200 000 € qu'ils ont investi ici. Mais à l'heure du bilan, il faut reconnaître que tout n'est pas rose. Ils travaillent énormément et ils ne parviennent pas à mettre de l'argent de côté. Il faut être toujours très raisonnable et il y a toujours une logique, dans tous les cas, une logique comptable. Et que malheureusement, que ça soit en autofinancement ou en fonds propres ou que ça soit en emprunt, on a quand même un besoin de remplissage, donc de rentrée d'argent. Et si malheureusement on n'a pas ces rentrées d'argent, on va se casser la figure. Pour Martine, aucun doute. Pour réussir, il faut être un bon gestionnaire, mais il faut aussi posséder une bonne dose d'imagination. Et il faut penser aussi à l'attractivité de la clientèle. La bonne bouffe, on en trouve partout. Des gîtes bien décorés, on en trouve beaucoup. Et si on ne se distingue pas des autres, on n'arrive pas à faire mouche. Alors Martine et François ont-ils fait le bon choix? Comment transformer tout un village pour y développer un business florissant, sans y sacrifier toute sa vie et tout son argent? Il semble bien que ce soit possible. Dans le sud de la France, nous avons rencontré un homme qui y est parvenu et dont la réussite fait bien des jaloux. Marseille, aéroport de Provence. Allure décontractée et pas décidée, voici Peter Chitik, un homme d'affaires canadien pour qui cette région de France est devenue une deuxième patrie. Vous arrivez d'où? J'arrive de Londres. C'est un trajet que vous faites souvent? Je le fais très très souvent. Je pourrais même conduire l'avion moi-même. Je l'ai fait tellement de fois. Ce qui conduit si souvent Peter par ici, c'est un petit coin de paradis. Crillon-le-Brave, un village qui domine la vallée de la Mède sur les contreforts du Mont Ventoux, à 12 km de Carpentras. Un village dont l'homme d'affaires canadien est tombé amoureux il y a 25 ans. À l'époque, Peter cherche à investir dans la région et il visite ici une maison en vieille pierre de Provence. Mais voilà que pendant la visite, l'agent immobilier lui glisse à l'oreille une information inattendue qui va bouleverser ses plans. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il m'a dit, il y a cette maison-là qui m'appartient, mais il y a aussi celui-là et cette maison-là aussi. Et d'un coup, j'ai compris qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose, un hôtel suffisamment grand pour bien travailler. Il faut dire que Peter n'en est pas à son coup d'essai. Il a fait fortune dans l'hôtellerie de luxe. Mais à Crillon-le-Brave, il va réaliser un coup de maître. Car petit à petit, ce n'est pas une maison qu'il va acheter, mais 2, 3, puis une 4e. Et au total, en quelques années, 7 bâtiments. Il finit par posséder tout le centre historique du village. Au total, Peter et ses associés ont investi près de 10 millions d'euros pour développer un établissement haut de gamme, équipé de prestations de luxe. Bonjour, bienvenue. Je suis Jackie, enchantée de vous rencontrer. Venez, je vais vous montrer le panorama. À 300 € la nuit en moyenne, l'hôtel de Peter attire une clientèle fortunée et internationale. Ça, c'est vraiment la Provence. Vous pouvez prendre un verre ici. Faites comme chez vous. Vous êtes en vacances. Profitez-en. La beauté du site est un atout majeur. L'année dernière, l'hôtel a affiché complet presque toute l'année. Chiffre d'affaires, 3,5 millions d'euros. Bonjour. Bonjour. Peter ne veut pas s'arrêter là. Il souhaite continuer à développer son établissement. Et il a déjà plusieurs projets d'extension en tête avec son bras droit. Pour accéder au futur spa, est-ce que c'est mieux de descendre par ici et de rentrer sur ce niveau-là? Autant mettre un escalier, un accès par le bas et de garder le haut plutôt disponible et pas monter trop haut pour la 27. Le problème de Peter, c'est que pour agrandir son hôtel, il n'y a qu'une seule solution. Acheter encore d'autres maisons à Crillon. Il lorgne déjà sur les bâtiments qui voisinent son hôtel.
Mais il en est conscient, la partie ne sera pas simple. Car dans le village, de nombreux habitants le considèrent comme un envahisseur. Il y a certains endroits qui nous intéressent, mais en même temps, il ne nous appartient pas. Le problème est si sensible que Peter ne veut même pas nous dire quelles sont les maisons qu'il aimerait acquérir. Je ne dirais pas ça à la télévision, là. Sinon, le prix va monter. Le succès de Peter fait grincer quelques dents. Pourtant, au fil des années, les rachats successifs de bâtisses ont eu un effet très positif sur l'immobilier local. En 20 ans, le prix des maisons a tout simplement triplé à Crillon. Sauf que ça n'est pas du goût de tout le monde. Oh, la voisine! Cathy est commerçante à Crillon-le-Brave et c'est l'une des rares amies de Peter dans le village. Cet enfant du pays sait combien l'homme d'affaires doit marcher sur des œufs avec la population locale. Allez, bon courage. Oui, vous allez faire le tour du village et vous allez poser la question en mettant une casque sur la tête. Non, au début, je pense que ça a été dur, non? Oui, vous avez ma réponse. C'était compliqué. Aujourd'hui, il reste quelques irréductibles pour s'agacer du succès de Peter. Il y a quelques mois, l'homme d'affaires s'est même retrouvé au cœur d'une authentique querelle de clochers. À l'origine de la fronde, Christian et sa femme Ginette. Des crillonnés pure souche pour qui l'hôtel de Peter vient perturber l'âme du village. Je vais vous citer qu'un exemple, les cloches, elles sonnaient, jour et nuit. Bon, hop, ça faisait trop de bruit, ça empêchait ces messieurs dames de dormir. Alors ils sont allés se plaindre dans la mairie qu'il fallait arrêter le clocher, maintenant ils sonnent plus que 2 ans. Alors moi, comme une fois, même je me suis pas gêné de lui dire à un des directeurs, je sais pas qui c'est. Mais à ce moment-là, il fallait pas venir là, j'ai dit. Il fallait construire au milieu du Ventoux, là, et vous auriez pas de bruit. Il faut aussi qu'ils sachent une chose, que c'est pas nous à s'adapter à eux, c'est à eux à s'adapter à nous. Au village, à la vie du village. Parce que nous, on est dans notre village. Ils sont chez eux, je reconnais qu'ils sont chez eux, ils ont acheté tout. Premièrement, quand même, je pense qu'on a notre mot à dire. À Crillon-le-Brave, de nombreux habitants ont déjà vendu leur maison à Peter. Alors même si Christian râle un peu, lui et sa femme ne perdent pas le nord. Moi, je ne vendrai pas à l'hostellerie. Moi, alors, je vous garantis que si je suis obligé voilà, il faut qu'ils allongent. Ils payeront, ils auront besoin de cracher. Hein, parce que, alors là, non, pas l'hôtel, hein. Ils payeront le double de ce que ça vaut au minimum. Hein. Non, autrement, ils l'auront pas. Hein. Ah non, ça pas question. Pour arrondir les angles et maintenir la paix sociale avec les habitants, Peter se rend régulièrement chez le maire de Crillon-le-Brave. Monsieur le maire, bonjour. 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 C'est encore le meilleur endroit pour prendre le pouls du village. Pardon ? Vous venez souvent ici ? On se voit un peu dernièrement. C'est sa seconde maison, mais... Un hôtel privé qui grignote la moitié de la commune, cela crée quelques frictions. Alors Peter et le maire essaient de désamorcer les éventuels conflits. Bon, on voit toujours arriver d'un côté un peu curieux ces gens qui viennent nous envahir. Et on est très impliqués les uns dans les autres, puisque les rues du village sont les couloirs de l'hôtel. Donc il faut que tout ça soit fait en harmonie. Mais bon, ça se passe très très bien. On a affaire à des gens qui sont quand même des professionnels, compréhensifs. Il faut aussi qu'ils comprennent que c'est un village, donc avec toutes ces contraintes. Mais ça se passe super bien. Monsieur le maire cherche le consensus. Peter, lui, est moins langue de bois et l'avoue sans problème. La cohabitation entre clients de l'hôtel et villageois n'est pas facile tous les jours. Très, très difficile à gérer. Mais, et c'est dans ce sens-là que le fait que nous avons tellement de différentes propriétés et qui fait qu'il y a plus de complexité pour gérer par rapport aux clients, mais par rapport au village aussi. On a beaucoup de voisins. Et il faut qu'on les respecte et il faut qu'on vit avec. Même si Peter s'est fait quelques ennemis sur place, son hôtel a redynamisé le village et donné un nouveau souffle au tourisme local. Son affaire marche bien et il a créé une 40aine d'emplois. Mais vous allez le voir, lorsqu'on n'est pas un professionnel de l'hôtellerie, transformer un village et en faire une affaire qui tourne, ce n'est pas forcément facile. Et ça peut même parfois devenir un cauchemar financier. À 1 heure de Montpellier, perché dans les causses du Gard, voici Pracoustal. Un hameau composé d'une 12aine de maisons en belle pierre de granit. Des demeures bâties dans la plus pure tradition cévenole. L'ensemble est relié par un réseau de ruelles étroites et de traverses piétonnes. Un témoignage authentique du savoir-faire médiéval qui a subi en partie les affres du temps. Aujourd'hui, Pracoustal est mise en vente par la communauté des communes du pays viganais. Objectif, redonner vie au hameau déserté.
Cette idée a séduit deux amis rhodésiens, Pascal, guide touristique, et Xavier, architecte. Deux amoureux de nature et de patrimoine qui se sont lancés un défi, racheter le village pour le ramener à la vie. C'est bien. Non mais c'est vrai que c'est un gros chantier, hein, c'est vrai. Il faut y croire. Ouais. Mais on y croit. Ah oui, d'ailleurs, la première visite entre amis est prévue. D'ailleurs, on va faire un apéro. L'apéro ce soir, il y a une participation de 50 000 € par personne. Ah, voilà. Parce qu'on a besoin de sous quand même. Hein, c'est un peu une obsession chez nous là, mais. Le problème, c'est que Prakoustal est quasiment en ruine. Il y a d'énormes travaux à réaliser. Il faut dire que le projet de Pascal et Xavier est ambitieux. Ils veulent faire revivre le hameau grâce au tourisme. Ils souhaitent réhabiliter 13 maisons pour les transformer en gîtes ruraux. Au final, la capacité d'accueil serait de 60 personnes. Également au programme, la construction d'un musée et d'espaces dédiés à des expositions ou à des séminaires. Pour cela, il faut investir beaucoup d'argent. Le prix du village est fixé à 970 000 € environ. Et les travaux de rénovation se chiffrent, d'après leurs calculs, à 2,5 millions d'euros. On essaye de faire un projet qui soit à la fois rentable et en même temps qui ne soit pas une usine à gaz, quoi. Et qui soit bien adapté à l'environnement immédiat. On ne veut pas, je ne sais pas, pour donner un exemple, c'est des terrains comme ça, c'est plutôt un peu sec, on va pas faire des piscines, quoi. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, maintenant, il faut trouver de l'argent. Donc, je ne sais pas, si vous avez 3,5 millions. 3,5 millions d'euros, une petite fortune. Or, pour l'instant, Xavier et Pascal sont loin du compte. Ils n'ont réuni que 200 000 €. Alors, ils passent tout leur temps à chercher des financements pour voir leur projet aboutir au plus vite. C'est un projet que je souhaiterais voir démarrer en 2013. Et puis, j'aimerais que les premières pierres ou les premières maisons puissent accueillir du monde en 2014. Pascal a pris contact avec la Fondation du patrimoine. C'est un organisme privé qui soutient les projets de restauration. Ces subventions peuvent atteindre 10% du montant total des travaux de réhabilitation. Cela permettrait à Xavier et Pascal de lancer les travaux dans de bonnes conditions, en attendant des financements supplémentaires. Là, j'ai eu au téléphone, ils m'ont envoyé ça, deuxième étape. Troisième étape, on va se rencontrer sur le site pour leur prouver que véritablement il y a matière à faire quelque chose. Et puis après, il faudra que je monte un dossier, que je défende ce dossier, leur prouver que finalement, il faut véritablement faire quelque chose. Et puis après, eux, ils actionnent les différents leviers. Xavier et Pascal comptent beaucoup sur ce rendez-vous. S'ils parviennent à convaincre l'organisme de les aider, leur projet sera sur de bons rails. Si, je l'ai perdu. Ah voilà, Prakoustal. Donc on voit bien là, les différentes maisons. Hein. Puis là, dans un panorama, à vous couper le souffle. Le lendemain matin, le duo prend la route. Direction Prakoustal, à 2 heures de Rodez. Le village est niché dans une ancienne châtaigneraie, sur un site exceptionnel classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce petit paradis champêtre que Pascal et Xavier vont devoir défendre auprès de Valérie, la chargée de mission de la Fondation du patrimoine. Le financement de leur projet repose en bonne partie sur ce rendez-vous. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Pascal Broutet. Vous avez raison. Valérie Palacios, Fondation du patrimoine. Très bien. Ben voilà Prakoustal. D'accord. La Fondation du patrimoine ne subventionne qu'une petite centaine de projets par an dans la région. Et les critères de sélection sont sévères. Pascal et Xavier vont donc devoir jouer serré pour décrocher leur tout premier financement. C'est pas si dégradé que ça, quoi. Bon point pour les deux associés, Prakoustal réunit toutes les caractéristiques exigées par la Fondation. Toiture bordée de lauze, linteaux de porte en châtaignier et belles pierres de granit, du pur concentré de tradition cévenole. De très belles qualités architecturales. Quand on a des bâtiments comme là qui sont quand même assez bien conservés, la restauration qu'on va faire, elle va être respectueuse de ça, respectueuse de cet environnement, s'adapter à cet environnement et pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire du préfabriqué ou de la maison Bouygues. Les deux copains maîtrisent parfaitement l'histoire du village et ils tiennent à le montrer pour donner du crédit à leur démarche. Voilà, ça fait partie des maisons qui ont été retapées là, dans les années 80.
Mais première déconvenue, la Fondation ne finance aucune restauration pour l'intérieur des bâtiments. Non. Pour l'intérieur. Non, on n'intervient que sur les extérieurs. Clos couvert. D'accord. En toiture, ça va être la couverture et la charpente. D'accord. Et en façade, ça va être les façades, les menuiseries, les huisseries, les ferronneries, les serrureries. D'accord. Cela dit, à l'extérieur également, il y a de lourds travaux à financer. Des squatteurs sont passés par là. Il y a une belle collection de graffitis à nettoyer pour redonner tout son cachet au lieu. Mais au cours de la visite, la représentante de la Fondation découvre que le projet de Pascal et Xavier repose sur l'exploitation touristique des lieux. Un détail qu'elle ne connaissait pas et qui va tout remettre en cause. La Fondation n'intervient pas pour les entreprises privées. Tout ce qui est, en fait, toutes les structures qui génèrent des revenus industriels et commerciaux. D'accord. Voilà. Donc là, on n'intervient pas parce qu'elles ont l'aide. Nous, on ne pourrait pas, quasiment pas y prétendre dans le projet. Pas dans notre projet. En tant que société. Non. Si vous faites une société ou une association et que vous faites payer l'entrée pour des touristes, oui. Là, on ne peut pas intervenir. Parce qu'il y a des revenus. Ouais, d'accord. Il faut que ce soit ouvert au public. Ouais. Je crois que c'est 50 jours par an minimum. Ouais. Et après, que ce soit gratuit. D'accord. Pour Pascal et Xavier, c'est la douche froide. Tout leur projet reposait sur la perspective de faire payer les touristes pour visiter le village, les gîtes et le musée. Ils n'auront donc aucun financement de cette fondation. Les deux copains sont invités à revoir leur copie. Le démarrage de leur activité, prévu en 2014, est sérieusement compromis. Il ne faut pas être pressé. Il faut avancer, montrer que ça avance, montrer que les choses se font. Mais dire qu'on va le faire en 9 mois, c'est pas réalisable. Parce que c'est pas réaliste financièrement. Avec un projet à 3,5 millions d'euros, les deux associés ont-ils eu les yeux plus gros que le ventre? En tout cas, ils refusent de baisser les bras. C'est vrai que c'est pas l'année prochaine où tout va sortir de terre et que les maisons vont être réhabilitées. Je pense que ça prendra peut-être un peu plus de temps. Même dans les schémas qu'on avait déjà établis sur 2014 et 2015, ça sera peut-être, je pense, plus long. Vous ne vous sentez pas découragé? Non. Non, absolument on n'est pas découragé. Voilà, on manque toujours d'argent, hein, mais on n'est pas découragé. Du courage, il va en falloir. La course au financement ne fait que commencer. Dans quelques années, le projet de Pascal et Xavier verra peut-être le jour. Mais relancer une activité commerciale dans un village complètement à l'abandon, cela n'a rien d'une sinécure. Pourtant, c'est exactement ce que s'apprête à réaliser cet homme, Olivier Zablocki. Cet ingénieur en télécommunications s'est mis en tête de repeupler les villages et hameaux perdus en les transformant en Eldorado technologique. Et pour cela, il s'appuie sur une tendance, le retour à la terre. Depuis quelques années, le désir d'une vie plus calme dans un environnement plus sain se fait jour chez de nombreux urbains. On les appelle les néo-ruraux. Des familles entières prêtes à faire le trajet inverse de leurs aînés, ces paysans qui ont fui les campagnes tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, Olivier Zablocki veut surfer sur ce phénomène. Nous, le projet, il se joue à la fois sur le cœur de la commune et avec deux installations, l'une à Naudin qui sera le siège social du projet et à Falotte qui sera un lieu d'accueil et de formation et d'immersion. Falotte et Naudin sont deux hameaux situés sur la commune de l'Île-Bouzon, une petite ville de Midi-Pyrénées. Ils sont à vendre et Olivier compte les acheter pour y développer un projet inédit et un peu fou. Il veut développer un réseau internet local à très haut débit. Cela permettrait d'acheminer des flux d'informations beaucoup plus vite que sur le réseau normal. Et ça, c'est un service pour lequel de nombreuses sociétés sont prêtes à payer. Mais il faut bien le reconnaître, c'est un peu technique et ce n'est pas facile de faire comprendre son projet. Aujourd'hui, il va essayer de convaincre les deux vendeurs. Et la rencontre se déroule dans le bureau du maire qui a en charge les deux hameaux à vendre. Monsieur le maire, monsieur Zablocki, faites comme chez vous. Ça, c'est bien. Pression supplémentaire, Olivier n'est pas le seul acheteur sur le coup.
Il va devoir se montrer convaincant, car le maire attend beaucoup du futur acquéreur. Mon souhait le plus cher, c'est que Falotte d'abord revive, où il y a un site formidable, où chacun puisse l'accorder. On tombe amoureux de Falotte. Générer des revenus en faisant payer l'Internet haut débit à des sociétés internationales, l'idée est un peu abstraite, mais Olivier y croit. Il estime même que son projet peut attirer de nouveaux habitants vers la vie rurale et valoriser du même coup l'immobilier local. Surprise, le maire est plutôt ouvert au projet. Et que ça parte du milieu rural pour faire voir qu'on peut le faire, ça serait quelque chose que je dis de génial. Ça permettra aussi de fixer des populations et même d'en faire revenir, je dirais. Parce qu'à partir du moment où on a les moyens de communiquer, on est loin de nulle part. Et on peut être n'importe où. Et si on peut associer le cadre de vie avec le travail, c'est quelque chose qui est tout bénéfice au final. Merci Jablowski. Bonne journée Yves. Pour développer son projet, Olivier a déjà convaincu plusieurs investisseurs. Il a réuni un budget de 3,5 millions d'euros. Largement de quoi s'offrir les 2 hameaux, puisque Naudin est vendu 1 million d'euros et La Falotte 360 000. C'est le charme atypique de ce 2e hameau qui a convaincu Olivier d'installer son projet ici. Une espèce de mélange de palais du facteur Cheval, de Gaudi à Barcelone. Et quand on commence à rentrer dans le détail, les sols, les matériaux utilisés, la manière de construire, c'est décoiffant. Le village appartient à un centre social qui souhaitait y développer un lieu d'accueil et de loisirs. Mais faute de crédit suffisant, le projet a capoté et le hameau a été mis en vente. Des squatteurs en ont profité pour s'installer à La Falotte. Au bout de 4 mois de procédure, les squatteurs ont été expulsés par la justice. Mais tout cela a beaucoup retardé le projet d'Olivier Zablocki. Certes, ça a été une phase critique. Heureusement, nous avons, dès le début, de très bons contacts avec M. Zablowski, avec Olivier Zablowski. Nous avons pu échanger vraiment très librement sur nos attentes, sur son projet. Et donc, nous nous sommes donné un petit peu le temps que cet épisode des squatteurs soit passé pour pouvoir finaliser le projet. Voilà. Pour rentabiliser les investissements de départ, Olivier envisage aussi d'organiser des séminaires. Certaines parties du hameau à la décoration très atypique pourraient se prêter à cela. Mais il faut voir le genre de travail qui a été fait ici, parce que ça, toute cette mosaïque, elle paraît millénaire, mais elle a moins de 20 ans. Voilà, tout à fait. Olivier veut faire de La Falotte une sorte de village du futur. Avec l'Internet à très haut débit et les liaisons par satellite, il rêve de développer le télétravail, c'est-à-dire la possibilité pour des salariés de travailler de chez eux, depuis leur ordinateur. Cela serait selon lui le point de départ d'une relance économique dans le milieu rural. Dans la balance entre ville et campagne, je pense que les marges de progrès dans les villes sont très limitées. Je pense que les marges de progrès sont très très grandes en milieu rural et que sans doute on aurait au final de l'innovation qui est capable de revenir du rural vers l'urbain, en somme. Investir dans le monde rural pour le rendre de nouveau très attractif, c'est tout le pari d'Olivier. Voilà, l'utopie que je peux avoir dans la tête, c'est celle-là, c'est de se dire nous avons des manières de nous organiser aujourd'hui qui permettent certainement d'aller piocher dans cette mine qu'un pays comme la France a plus qu'un autre, sans doute. Si Olivier a raison, les hameaux désertés pourraient avoir une deuxième chance. À l'ère du travail à domicile, ces villages à vendre deviendraient un formidable potentiel de développement économique. Alors qui sait, peut-être que finalement, l'avenir est lui aussi dans le pré.